nous poursuivons l'étude de l'anatomie de la main avec les muscles de la main. Les muscles de la main, on les distingue en muscles extrinsèques, dont le corps musculaire est situé au niveau de l'avant-bras, et en muscles intrinsèques, dont le corps musculaire est situé dans la main proprement dite. Les muscles extrinsèques, eh bien, il y en a toute une série, qu'il s'agisse des tendons fléchisseurs ou des tendons extenseurs. Les tendons fléchisseurs, situés sur la face palmaire antérieure de l'avant-bras, comprennent le fléchisseur commun profond des doigts, flexor digitorum profundus, le fléchisseur superficiel commun des doigts, flexor digitorum superficialis, et le long fléchisseur du pouce, flexor pollicis longus. Le fléchisseur commun superficiel des doigts, nous avons vu tout ça avec l'anatomie de l'avant-bras, a deux insertions, une insertion épitrochléenne et une insertion sur le radius. De ces insertions naît une arcade fibreuse sous laquelle s'engage, que vous vous en souvenez, le nerf médian et l'artère ulnaire. Le corps musculaire se divise en 4 tendons. Ces 4 tendons sont destinés évidemment aux 4 doigts longs. Et vous le savez aussi, chacun de ces tendons se divise en 2 languettes qui s'entrecroisent et qui vont finir par s'insérer sur la face palmaire de la base de P2 de chacun des doigts longs. Le fléchisseur commun profond s'insère sur la face antérieure de l'ulna, du cubitus, et son corps musculaire se poursuit par 4 tendons également. Seul celui de l'index est séparé des autres doigts. Vous vous souvenez que les tendons des 3e, 4e et 5e doigts sont entrelacés, entremêlés et s'échangent des fibres entre eux. Chaque fléchisseur profond au niveau de chaque doigt s'engage dans un canal digital qui est constitué par des poulies qu'on distingue sur ce schéma en poulies annulaires qui sont numérotées de A en commençant par la lettre A, et des poulies cruciformes parce que les fibres s'entrecroisent et ne sont pas strictement annulaires. Et donc ils sont également numérotés. La poulie basale qui s'insère sur la plaque palmaire métacarpophalangienne qui s'insère elle-même sur la base de la phalange proximale, de P1 de chaque doigt, et bien cette poulie basale s'appelle la poulie A1. Il y a ensuite les poulies A2 sur la diaphyse de P1, la poulie A3 sur la plaque palmaire de l'interphalangienne proximale, etc. Vous avez le schéma sous les yeux. Les tendons fléchisseurs, profonds et superficiels, ne sont pas des structures inertes, ce sont des structures vivantes qui sont vascularisées. Et notamment, il y a un système de vincula, on dit un vinculum des vincula, dont vous voyez ici la disposition. Il y a en particulier au niveau du col de la première phalange, près de la plaque palmaire, un système de vinculum court et un système de vinculum long, l'un pour le superficiel, l'autre pour le profond. Donc ce système est tout à fait important et lorsqu'on aborde la face postérieure des tendons, eh bien, on dévascularise relativement les tendons en coupant ce système. Le vinculum court dont je vous parlais, qui est au niveau du col de la phalange proximale, le voilà. Il fait issue de la gaine des fléchisseurs. Il est évidemment alimenté par les 2 artères collatérales du doigt qui passent sous les check reins. Les check reins, ce sont les freins de la plaque palmaire qui s'insèrent sur le col de la première phalange. Et ce vinculum court donc est alimenté par les artères collatérales entre les 2 check reins et va nourrir le fléchisseur, les 2 systèmes fléchisseurs. Les tendons fléchisseurs sont divisés en zones qui sont numérotées pour des besoins de publication internationale et des comparaisons d'articles. Le numéro 1, la zone numéro 1, c'est la zone où le fléchisseur profond est tout seul, donc distalement par rapport à la base de P2 du doigt. La zone numéro 2, c'est l'ex-No Man's Land de Bunel de la Deuxième Guerre mondiale, après. Deuxième Guerre mondiale, l'endroit où il ne fallait pas aller parce que zone numéro 2, c'est là où il y a les 2 tendons fléchisseurs, superficiels et profonds, et dont les réparations risquent de coller l'une à l'autre. Donc zone 2, depuis l'insertion distale du fléchisseur superficiel sur P2 jusqu'à la région métacarpophalangienne, jusqu'à la paume. La zone 3, c'est la paume, la zone 4, le canal carpien, la zone 5, c'est la face palmaire du poignet. Le pouce est également numéroté en zone, vous avez ces numéros sous les yeux. Les tendons fléchisseurs, superficiels et profonds, glissent sous ces poulies annulaires et cruciformes, mais ce système n'est lubrifié, ne peut glisser que grâce à des gaines synoviales. Et ces gaines synoviales, eh bien, leur anatomie est extrêmement variable.
Vous vous souvenez en tout cas que l'implication sémiologique concerne les phlegmons des gaines, et lorsqu'on a un phlegmon de la gaine du pouce, eh bien nous allons chercher la douleur du cul-de-sac proximal au niveau du poignet, de même que lorsqu'elle concerne le 5e doigt. C'est au niveau du poignet qu'il faut la chercher aussi. Les 3 doigts médians ont des gaines synoviales dont le cul-de-sac proximal se situe en principe au niveau de la région métacarpophalangienne. Mais vous voyez sur ce schéma, tiré du magnifique livre de Schmidt, que les variations anatomiques sont nombreuses, et donc méfiez-vous de la sémiologie selon ces dessins. Le 3e muscle extrinsèque fléchisseur, c'est le long fléchisseur du pouce qui naît de la face antérieure du radius, qui se termine sur le pouce, qui peut échanger des fibres avec le fléchisseur profond de l'index. Ce long fléchisseur du pouce à la face palmaire du pouce, eh bien, il a un système de poulies, lui aussi, 2 poulies annulaires, et une poulie qui n'est pas cruciforme, mais qui a une forme de Y, qui est liée évidemment à sa forme, c'est la poulie en Y, ça s'appelle la poulie en Y. De l'autre côté, nous avons le système des muscles extrinsèques de la main, extenseur. L'extenseur commun des doigts, extenseur digitorum communis, qui s'insère sur l'épitroclé, oui c'est ça, et qui se termine par 4 tendons. Ces 4 tendons s'engagent dans une coulisse sous le ligament rétinaculaire dorsal du carpe. Le ligament rétinaculaire dorsal du carpe, eh bien, il comprend 6 coulisses qui sont numérotées de 1 à 6. La première coulisse est destinée au long abducteur court extenseur du pouce. La deuxième est destinée au radio extenseur radio du carpe, le long et le court. La troisième est destinée au long extenseur du pouce. La quatrième est destinée à l'extenseur commun des doigts, dont nous parlons actuellement, donc qui s'engage dans la 4e coulisse. La 5e est destinée à l'extenseur propre du 5e doigt, et la 6e à l'extenseur ulnaire du carpe. À partir de cette 4e coulisse, sous le ligament rétinaculaire dorsal du carpe, les tendons extenseurs se divisent pour rejoindre chacun la face dorsale de leurs doigts. Ils sont réunis entre eux par un système qu'on appelle les jonctura, dont vous voyez ici le système, la disposition. Ce système a pour but d'empêcher la luxation des tendons extenseurs dans les vallées intermétacarpiennes lorsqu'on fléchit la main en particulier. J'attire votre attention sur ce qui est encerclé en rouge, c'est le jonctura qui va vers le 5e doigt. Eh bien, ce n'est pas un jonctura, c'est le tendon extenseur commun du 5e doigt. L'extenseur commun du 5e doigt, c'est toujours cette jonctura. Il n'y a pas de tendon propre spécial. Il n'y a que 3 tendons extenseurs de ces doigts. Le tendon que vous voyez sur le 5e doigt, c'est l'extenseur propre du 5e doigt. L'extenseur commun, c'est cette jonctura. J'espère que j'ai été assez clair sur ce coup-là. Au niveau de la face dorsale des doigts, eh bien, ça se complique. Ça se complique parce que ça s'appelle non plus un tendon, mais un appareil extenseur. Le tendon extenseur parvenu à la région métacarpophalangienne se divise en une bandelette centrale qui va s'insérer sur la base de P2 et 2 languettes latérales qui vont se réunir pour s'insérer sur la base de P3. Elles sont rejointes par le système intrinsèque que nous reverrons, qui envoie la bandelette latérale intrinsèque envoie une languette médiane pour s'insérer sur la languette médiane à la base de P2 et une languette latérale qui s'insère sur la base de P3. Selon le schéma en question, vous pouvez faire un arrêt sur l'écran pour en admirer la beauté. Évidemment, c'est un schéma, et dans la vraie vie, eh bien, ça ressemble plutôt à ça ou à ça. C'est dire le courage et la détermination logique de nos anatomistes. En réalité, cette physiologie et cette anatomie de l'appareil extenseur n'a été véritablement élucidée que dans les années 40-50, définitivement. C'est tout à fait remarquable. Les tendons extenseurs sont divisés aussi en zones pour les publications, et concerne surtout pour la réparation des traumatismes. Les zones 1, 2, 3, 4, etc. Les zones impaires sont les zones articulaires. La zone numéro 1, c'est la face dorsale de l'interphalangienne distale, la zone numéro 3, l'interphalangienne proximale, la zone numéro 5, la métacarpophalangienne, etc. Vous avez compris. À côté de l'extenseur commun, il y a l'extenseur propre de l'index. Cet extenseur propre de l'index, je vous rappelle que c'est celui dont le corps musculaire est le plus distal à la face dorsale de l'avant-bras. Il fait partie du 2e plan musculaire, la couche la plus profonde, et donc c'est le muscle le plus distal. Il permet d'étendre isolément l'index.
Et ce tendon, eh bien, vous pouvez le repérer au dos de la main parce que c'est celui qui est du côté ulnaire. L'index a deux tendons extenseurs, un du côté radial, c'est l'extenseur commun, un du côté ulnaire qui passe sous la jonctura qui unit le tendon commun de l'index et du médius. Donc l'extenseur commun, le propre de l'index, extenseur propre de l'index, passe sous cette jonctura au bord ulnaire du tendon extenseur commun. L'extenseur propre du cinquième doigt, eh bien c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le tendon, ou plutôt les tendons, en général c'est 2-3 tendons qui rejoignent la face dorsale du cinquième doigt. Je vous rappelle que la jonctura qui le rejoint, qui provient du tendon extenseur commun du quatrième doigt, eh bien cette jonctura c'est l'extenseur commun du cinquième doigt. Un autre muscle extrinsèque, c'est le long extenseur du pouce. Ce long extenseur du pouce, il se termine sur la base de la face dorsale de P2 du pouce. Il étend cette articulation interphalangienne du pouce, bien sûr, mais il a surtout pour rôle de faire une rétropulsion du pouce. Il met le pouce, la colonne du pouce, en arrière. Ce long extenseur du pouce passe à la face dorsale des tendons radiaux, des extenseurs radiaux du carpe, dans une coulisse propre. La troisième coulisse, les radios passant dans la deuxième, selon ce schéma. Le tendon extenseur, long extenseur du pouce, eh bien, reçoit des expansions de chaque côté. Ces expansions proviennent des muscles intrinsèques du pouce qui proviennent eux-mêmes de leur insertion terminale sur les sésamoïdes de la métacarpophalangienne. Ici, vous voyez cet appareil qui a été disséqué et étalé. Le court extenseur du pouce, extenseur pollicis brevis, et le long abducteur du pouce, abducteur pollicis longus, c'est en réalité la même unité anatomique. Un des tendons se termine à la base de la première phalange du pouce, c'est le court extenseur. L'autre tendon, ou plutôt les autres tendons, se terminent à la base du métacarpien, c'est le long abducteur. Les variations anatomiques sont très nombreuses, le nombre des tendons est également très variable. Vous avez ici ces schémas tirés de cet admirable livre de Schmidt et Lanz. Après les muscles extrinsèques, passons aux muscles intrinsèques. Ces muscles intrinsèques sont extrêmement intéressants. Vous savez qu'il y a les interosseux, les lombricaux, les muscles ténariens et les muscles hypoténariens. Les muscles interosseux, eh bien, selon leurs insertions proximales, vous voyez sur la coupe du bas, il y a les interosseux palmaires qui s'insèrent sur la moitié palmaire de la face latérale du métacarpien, le plus éloigné de l'axe de la main. L'axe de la main, c'est le troisième doigt. Et ces interosseux palmaires et les interosseux dorsaux qui s'insèrent sur la moitié dorsale de ces métacarpiens du côté le plus éloigné de l'axe de la main. Vous avez les métacarpiens, les interosseux palmaires qui sont orange, les interosseux dorsaux qui sont en rose. Pourquoi est-ce que cette distinction est utile? Parce que les interosseux palmaires, eh bien, selon leurs insertions distales, eh bien, ils rapprochent les doigts lorsqu'ils se contractent, alors que les interosseux dorsaux, donc vous voyez ici les flèches, eh bien, lorsqu'ils se contractent, ça écarte les doigts. Donc les interosseux palmaires rapprochent les doigts de l'axe de la main, du troisième doigt, et les interosseux dorsaux les écartent. Ça n'a aucune importance physiologique, chirurgicale en tout cas. Ça, c'était les insertions proximales des interosseux. Selon leurs insertions distales, eh bien, on distingue des insertions profondes et des insertions superficielles. Les insertions profondes, il y a des insertions qui sont osseuses et des insertions qui sont capsulaires. Voici une vue en 3 dimensions de ces insertions profondes, capsulaires et osseuses. Voici une vue de profil des insertions également capsulaires et osseuses. Ces insertions profondes sont à distinguer des insertions superficielles. Les muscles interosseux, on voit un tendon qui va se diviser en partie proximale qui s'appelle la dossière des interosseuses, en partie moyenne qui s'appelle les fibres en éventail, fan fibers, et en fibres distales qu'on distingue en moyenne et en distale. Les fibres moyennes rejoignent la bandelette centrale du tendon extenseur pour s'insérer sur la base de P2. Les fibres latérales s'insèrent avec le tendon sur les bandelettes latérales du tendon extenseur pour constituer le tendon conjoint extenseur distal. Voici ce schéma qui récapitule ce que je viens de vous dire.
Et donc voici un autre schéma qu'on a déjà vu. Donc ici les insertions profondes sur la base de la phalange proximale, la dossière des interosseux, les fibres en éventail et les deux bandelettes latérales, moyenne et distale, qui rejoignent la bandelette centrale et le tendon conjoint extenseur distal, avec la vue schématique à gauche et les vues réalistes à droite. Zancoli distingue les muscles interosseux en trois groupes, un groupe proximal représenté par le premier interosseux dorsal, un groupe distal avec les insertions surtout distales et un groupe mixte qui a des insertions à la fois proximales osseuses et des insertions distales. En fait, les variations anatomiques sont telles que cette classification n'est pas opérationnelle. Vous pouvez donc l'oublier allègrement. Retenez quand même que des interosseux ont, selon les cas, des insertions profondes, osseuses et capsulaires et ou superficielles. Ils n'ont pas forcément tout à la fois. Quelle est la physiologie des interosseux? Eh bien, les interosseux, voici un muscle interosseux schématiquement représenté. Et ce muscle se poursuit par un tendon qui passe toujours à la face palmaire de l'articulation métacarpophalangienne du doigt et qui rejoint par sa bandelette latérale intrinsèque l'appareil extenseur en s'insérant à la face dorsale de P2 de l'interphalangienne distale du doigt. Il en résulte que lorsque l'interosseux se contracte, il fléchit la métacarpophalangienne et il étend l'interphalangienne proximale. Cette extension de l'interphalangienne proximale par le ligament rétinaculaire entraîne automatiquement, il s'agit d'une ténodèse dynamique croisée, je vous reporte aux paralysies de la main pour avoir une explication sur ces ténodèses, eh bien, il entraîne automatiquement une extension interphalangienne distale. Les interphalangiennes proximales et distales sont liées dans leur flexion et dans leur extension par ce ligament rétinaculaire qui assure un effet de ténodèse dynamique croisée. Donc c'est l'effet du muscle interosseux, c'est cette flexion métacarpophalangienne et cette extension des interphalangiennes pour aboutir à une flexion envolée des doigts de cette façon. Voici à quoi sert un muscle interosseux ou les muscles interosseux. Lorsqu'ils sont paralysés, eh bien, les muscles interosseux ne remplissent plus ces fonctions et au contraire la main se déforme en griffe, c'est-à-dire une hyper-extension métacarpophalangienne associée à une flexion des interphalangiennes. Ça s'appelle une déformation en griffe. Ici vous voyez une déformation sur les 4e et 5e doigts, et même sur les autres d'ailleurs, puisqu'il y a une hyperextension de l'index et du médius. À côté des interosseux, les lombricaux. Les lombricaux, il y en a 4. Le premier lombrical est le seul qui soit vraiment séparé. Les lombricaux s'insèrent sur les tendons fléchisseurs profonds, c'est remarquable. Il s'insère du côté radial de chaque tendon fléchisseur profond. Le premier lombrical est sur le deuxième doigt, l'index, et il est du côté radial du tendon fléchisseur profond. Les autres, deuxième, troisième et quatrième lombricaux s'insèrent sur le tendon fléchisseur profond du doigt correspondant, troisième, quatrième, cinquième, en prenant des insertions sur le tendon voisin, ce qui unit encore plus les tendons fléchisseurs des trois derniers doigts qui sont déjà réunis entre eux par leurs anastomoses au niveau du poignet, vous vous en souvenez. À quoi servent tous les lombricaux passent à la face palmaire du ligament transverse intermétacarpien avant de rejoindre la bandelette latérale intrinsèque du côté radial du doigt correspondant sur ce schéma que vous voyez. Donc elle rejoint le tendon du muscle interosseux et qui va s'insérer en se divisant ces insertions superficielles qu'on a déjà vues pour se rejoindre l'appareil extenseur au dos du doigt. Un lombrical, c'est donc un muscle qui est tendu entre un fléchisseur profond et l'appareil extenseur. C'est tout à fait remarquable, un muscle qui est tendu entre le système fléchisseur et le système extenseur, les tendons extrinsèques du doigt. Ça sert à quoi un lombrical? Eh bien c'est bourré de mécanorécepteurs et ça renseigne en permanence le cerveau sur la position du doigt et sur la tension relative des tendons fléchisseurs et des tendons extenseurs, et c'est celui qui permet de réguler finement tous les mouvements de la main. C'est tout à fait extraordinaire. Voici à quoi sert un muscle lombrical. Quand on tire dessus, eh bien, ça étend l'interphalangienne, les interphalangiennes, dans toutes les positions, quelle que soit la position de la métacarpophalangienne.
L'anatomie des lombricaux est extrêmement variable, donc il n'est pas utile de vous encombrer la tête de trop de détails concernant ces lombricaux. Retenez que le premier est séparé, les autres sont plus ou moins réunis entre eux. Les muscles ténariens, eh bien, il y a le court abducteur du pouce, abductor pollicis brevis, il y a l'opposant du pouce, le opponens pollicis, il y a le court fléchisseur du pouce qui se divise en deux faisceaux, un qui s'insère sur le sésamoïde latéral, un autre sur le sésamoïde médial, et entre ces deux faisceaux, eh bien, passe le tendon du long fléchisseur du pouce. Et enfin, il y a l'adducteur du pouce, adductor pollicis, avec un faisceau oblique et un faisceau transverse qui s'insère sur les métacarpiens et dont le tendon terminal s'insère sur le sésamoïde médial ou ulnaire. Les muscles du pouce, eh bien, servent de la façon suivante. Sur un schéma qui représente la main avec les axes d'antépulsion, rétropulsion, abduction, adduction, le long extenseur du pouce a un effet essentiellement de rétropulsion avec une légère abduction. Le long abducteur et le court extenseur ont un effet d'abduction avec une légère antépulsion. L'abducteur pollicis brevis, le court abducteur du pouce, et l'opposant ont un effet d'antépulsion pratiquement pur avec une légère adduction. Le faisceau superficiel du fléchisseur, du court fléchisseur du pouce a un effet d'adduction avec une légère antépulsion. Son faisceau profond inséré sur le sésamoïde médial s'insère à une action d'adduction avec une légère rétropulsion. Quant à l'adducteur, il a une action de rétropulsion pratiquement pure. Donc ce schéma est extrêmement intéressant puisque ici vous voyez que les muscles extrinsèques ont une action d'abduction-rétropulsion, c'est le nerf radial. Ceux qui assurent l'antépulsion, c'est le nerf médian. Ceux qui assurent l'adduction, c'est le nerf ulnaire. Les muscles hypoténariens, enfin, eh bien, nous allons passer rapidement le palmaire cutané, palmaris brevis, l'abducteur, le fléchisseur et l'opposant du cinquième doigt. Eh bien, ce sont l'équivalent de muscles interosseux du côté ulnaire du cinquième doigt. Je vous mets ici toutes les références des magnifiques bouquins dont j'ai scanné les dessins, en particulier l'énorme bouquin magnifique de Schmidt et Lantz. Et je vous remercie pour votre attention.